Bonjour à toutes et à tous. Avec l'ensemble des équipes du groupe ADECO, les équipes de l'Ouest de la France, en partenariat avec le cabinet Francis Lefebvre, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur la réforme de l'assurance chômage. Vous avez été plusieurs centaines à confirmer votre participation à ce webinaire, ce qui confirme que cette réforme est importante pour vous, pour nous et pour l'ensemble de nos clients. C'est pourquoi nous avions décidé d'être à vos côtés pour la décrypter et en comprendre toutes les implications et les enjeux. Sur un format d'1 heure qui se découpera en 30 minutes d'échange et 30 minutes dédiées aux questions-réponses. Notre objectif, vous permettre de ne pas subir cette réforme et d'en tirer le meilleur. Pour vous en présenter tous les rouages, j'ai le plaisir de vous présenter Maître Maïté Olivier, avocate en droit du travail et protection sociale du cabinet Francis Lefebvre. Bonjour Maïté. Bonjour Marie-Christine, bonjour Martin et bonjour à tous. Également, nous avons avec nous Monsieur Martin Wittking, directeur des affaires publiques et des solutions emploi pour le groupe ADECO. Bonjour Martin. Bonjour Marie-Christine, bonjour Maïté, bonjour à toutes et à tous. Et moi-même, Marie-Christine Soularue, directrice commerciale sur le périmètre de l'Ouest de la France et votre animatrice du jour. Sans tarder, je propose à Martin Wittking de commencer à nous éclairer sur cette réforme et ses modalités. Martin ? Merci beaucoup, ma chère Marie-Christine. Nous sommes ravis donc tous les trois d'être à vos côtés pour les 58 minutes à venir et de rentrer dans le vif de cette réforme qui a fait et fait beaucoup parler d'elle. Ça fait 3 ans qu'elle est en gestation, cette réforme, et je vous laisse découvrir à l'écran les titres un peu sensationnels de la presse du 1er octobre dernier qui annonçait donc et en tout cas précisait l'entrée en vigueur du second volet de la réforme, très largement le plus symbolique et le plus important, et sur lequel nous nous attarderons dans quelques instants. En tout cas, je vous laisse lire les quelques-unes, mais qui positionnent un peu l'importance au niveau du débat public et l'importance revêtie par cette réforme dans un contexte économique et social qui est celui que nous connaissons en France et qui euh, est un tournant majeur et en tout cas une réforme très importante et très singulière du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'était une de ces réformes clés qui est désormais dans sa globalité activée et en tout cas en vigueur depuis le 1er octobre dans sa forme finale. Voilà. Donc, alors, de quoi parle-t-on? Hop là, j'ai un problème de diapo, je reviens juste une page en arrière. On parle donc d'une réforme qui, comme je vous le disais, a mis finalement 3 ans à sortir de terre. À l'époque, la ministre du Travail ne s'appelait pas Élisabeth Borne, mais Muriel Pénicaud, et c'est cette fameuse loi Pénicaud, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui, à l'époque, présente le principe de cette réforme. 3 ans pour sortir de terre parce qu'entre-temps, et ça n'aura échappé à personne, la France a connu quelques épisodes compliqués, épisode des gilets jaunes, épisode du Covid, et ces séquences-là, évidemment, ont marqué des temps de pause, des temps de stand-by et des temps de très fortes négociations avec les syndicats, sur fond de fragilisation sociale, puis économique et sociale. Finalement, la réforme, comme je vous le disais, est entrée en vigueur, même si elle est en ce moment même encore challengée au Conseil d'État, heu, par les syndicats, elle est en vigueur avec, le 1er juillet dernier, le premier étage de la réforme, qui a été propulsé, le volet dit bonus-malus qui s'intéressait, aux entreprises recourant à la flexibilité. Et puis, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, le second étage de la fusée réforme a désormais été promulgué avec la révolution en fait, de la manière de calculer, les allocations journalières, du chômage, et une refonte assez profonde de la philosophie même, de calcul des droits chômage. Et c'est de cela et de ces 2 éléments, du 1er juillet et du 1er octobre, dont il va être, maintenant question, dans mon propos. Les objectifs de la réforme, en tout cas du point de vue du gouvernement, sont clairs et sont les suivants: encourager le retour à l'emploi, heu,
lutter contre, ce que le gouvernement appelle la permittence, en allongeant et en faisant en sorte que les entreprises aient un intérêt à allonger la durée des contrats de travail, opérés sur des formats de flexibilité. In fine, l'objectif est bien sûr de limiter les allers-retours à Pôle emploi et d'infléchir le déficit de l'assurance chômage. Donc ce sont les 4 objectifs très clairs et très officiels annoncés. Je voudrais prendre quelques instants pour, vous livrer quelques éléments de contexte dans lesquels, cette réforme s'est fabriquée, et il faut avoir en tête les éléments de contexte pour bien comprendre et mesurer le pourquoi de ces choix politiques. Le premier élément de contexte, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, c'était en septembre 2018, à l'époque, Emmanuel Macron, en visite sur un territoire, heu, est pris à partie par un jeune qui lui explique qu'il est au chômage, et il lui répond de manière un peu sèche: «Moi du travail, je traverse la rue et je vous en trouve». C'est un peu dans le cadre de cette doctrine-là que la réforme, s'inscrit. Dans l'idée que finalement, un petit coup de pied aux fesses, excusez-moi l'expression triviale, peut permettre d'accélérer le retour à l'emploi de gens qui travaillent insuffisamment, au moins du point de vue du gouvernement. Deuxième élément de contexte, 300 000 emplois non pourvus, alors que l'économie, est en plein boom, en tout cas en boom de reprise post-covid, avec un PIB, qui est annoncé entre +5 et +6 pour cette année, et puis, la Banque de France a publié la semaine dernière, son pronostic à +4 pour 2022. Toujours dans les éléments de contexte, heu, le fameux trou, désormais abyssal de l'assurance chômage, qui en 2021 va de nouveau enregistrer un déficit de 12 milliards d'euros, qui en 2020, alors très alimenté par l'activité partielle, a généré et a enregistré un déficit de 20 milliards d'euros. Donc c'est 32 milliards d'euros de déficit en 2 ans, c'est absolument colossal. Et évidemment, ça pose un problème en termes de finances publiques. Et ce déficit de l'assurance chômage, il est particulièrement alimenté par ces fameux contrats courts, et notamment les CDD de moins de 1 mois, qui, sont de plus en plus nombreux, plus de 250 de CDD de moins d'1 mois sur les 12 derniers mois. Et enfin, les chômeurs de catégorie A, les 3,4 millions de chômeurs de catégorie A, et au total les, 6,3 ou 4 millions de chômeurs A, B, C. Donc vous mettez tous ces éléments dans le blender, dans le mixeur, et vous avez, le terreau, idéologique et politique sur lequel cette réforme de l'assurance chômage a été élaborée. Je vais maintenant, rentrer dans le détail de ces 2. Je parlais tout à l'heure de 2 étages de la fusée réforme. Le premier étage, le plus récent, modification des règles d'indemnisation, c'est celui par lequel je vais commencer, et puis, dans quelques minutes, je reviendrai sur le bonus-malus. Voilà, 1er octobre 2021, activation de la modification des règles d'indemnisation. Alors ce slide-là, et je vous assure, ce sera le seul qui sera un peu chargé et un peu compliqué. Il est de fait chargé parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu 3 ans d'aller-retour, de négociations, d'amendements, de négociations, qui fait qu'aujourd'hui la réforme elle est assez sacrément compliquée, et qu'il y a des astérix qui viennent détailler, préciser, des tas de notions. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir? D'abord, la durée minimale d'affiliation, c'est-à-dire la période et le nombre de mois de travail qu'il faut avoir enregistrés pour, activer et pour avoir le droit d'activer des droits au chômage. Pour le moment, au moment où je vous parle, la réforme, laisse inchangé, le fait d'avoir enregistré 4 mois d'activité sur les 24 derniers mois pour pouvoir activer, et déclencher des droits au chômage. Mais la réforme est dotée d'un petit astérix qui dit, quand la situation économique le permettra, eh bien, on passera de 4 mois de travail sur 24 à 6 mois. Dit autrement, il faudra avoir justifié d'une plus forte intensité pour avoir le droit de bénéficier de ce, des allocations chômage. Et en fait, figurez-vous que les économistes nous disent et semblent nous indiquer que nous sommes à quelques semaines de ce passage de 4 à 6 mois, puisque la clause de retour à meilleure fortune, elle est surveillée comme le lait sur le feu par les économistes et par le gouvernement. Elle tourne autour de logiques de volume d'embauche et de stock de chômeurs. Et il semblerait que dès le 1er décembre, eh bien, les conditions soient réunies pour que le tour de vis de la réforme soit activé et qu'on passe de 4 mois à 6 mois. Deuxièmement, le calcul du salaire journalier de référence et donc des allocations chômage associées. Et c'est certainement le point le plus central de la réforme,
qui, en 2 mots, consacre le fait de changer, la manière de calculer les allocations journalières. Jusqu'à maintenant, les allocations journalières étaient calculées sur la base du salaire journalier de référence qui mettait en perspective les revenus du travail engrangés au titre des périodes travaillées. Ce que la réforme stipule, c'est que désormais, le salaire journalier de référence sera calculé sur la base des revenus engrangés au titre des périodes travaillées et non travaillées. Le dénominateur de l'équation va embarquer à la fois les périodes d'inactivité et les périodes d'activité, et donc le salaire de référence va s'en retrouver mécaniquement diminué. Les syndicats ont, j'allais dire, fait leur travail, ont été très attentifs et ont négocié des principes d'amortisseurs pour limiter la casse. Troisième, troisième réforme dans la réforme, la durée d'indemnisation. De la même manière que pour le calcul du salaire journalier, ce sont à la fois les périodes travaillées et les périodes non travaillées qui sont prises en compte. C'est exactement le même schéma pour la durée d'indemnisation, qui est désormais indexée non plus seulement sur les seules périodes travaillées, mais sur la somme des périodes travaillées et non travaillées sur les 24 derniers mois. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle ou une manière d'amortir le choc de la réforme et du calcul, du SJR. Là, pour le coup, cette mesure-là est favorable aux demandeurs d'emploi puisqu'elle tend à les indemniser plus longtemps. Dit autrement, les chômeurs permittents, ceux qui alternent période de travail et période d'inactivité, vont être largement moins indemnisés, mais sur une période probablement en général plus longue. Quatrième, quatrième item, la dégressivité. La réforme prévoit que les plus hauts revenus, supérieurs à 4 500 € par mois, eh bien, verront leurs allocations chômage baisser à partir, du 9e mois, et avec une décote de 30. Et dès que la situation économique sera meilleure, rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire probablement dès le 1er décembre, la décote des allocations chômage pour les plus hauts revenus interviendra non plus à partir de 9 mois, mais à partir du 7e mois. Prenons un exemple pour schématiser avec un exemple volontairement très simpliste, un peu grossier, un peu réducteur, mais qui a le mérite de fixer les esprits. Euh, Ici, je vous présente l'exemple d'un individu et on va regarder un peu comment il s'est comporté sur les 24 derniers mois. Il a travaillé 6 mois, alors après il a eu une inactivité pendant 6 mois et puis après il a retravaillé pendant 12 mois. Avant le 1er octobre, cet individu pouvait revendiquer un revenu moyen, sur lequel était calculé le SGR et les allocations de 1 500 € par mois. À partir du 1er octobre, la réforme tendra à considérer que cet individu a engrangé 18 mois de revenus à 1 500 €, mais sur une période de 24 mois. Et donc la réforme calculera l'allocation chômage sur la base d'un revenu moyen mensuel de 1 125 € par mois et viendra donc de fait pénaliser les individus qui ont des taux d'intensité de travail plus faibles. Regardez dans les faits ce que ça va donner. Là, ce sont des calculs savants et des pronostics de l'UNEDIC qui, en gros, nous dit qu'un individu et en fait d'individus, appelons un chat, hein, on parle essentiellement de nos intérimaires et des gens qui travaillent en CDD. Un intérimaire qui, en moyenne, travaille moins de 57 du temps, eh bien, il aura une décote de 30 d'allocation chômage. Par contre, il sera indemnisé, non plus 6 mois, mais 10 mois. Et à l'inverse, un individu qui travaille entre 80 et 90 du temps aura une décote seulement de 6 mais quand même une décote de 6 d'allocation chômage, considérant que, il n'a que le dénominateur, là aussi est plombé par, quelques jours, par mois ou quelques semaines par an d'inactivité. Voilà donc un exemple qui, je pense, aide à comprendre précisément, les grands enjeux. Marie-Christine, alors je voudrais te poser, une question. C'est pas simple de faire de la prospective, et de la sociologie comportementale, mais comment chez Adecco, et à quoi on s'attend chez Adecco en termes de comportement de nos intérimaires et de nos candidats par rapport à cette réforme? Ton micro est probablement désactivé, Marie-Christine.
Et voilà qui est corrigé. Et en effet, merci Martin. Tu l'as dit, personne ne sait concrètement comment nos collaborateurs intérimaires vont réagir. Pour autant, voilà cependant ce à quoi nous commençons à penser et ce que nous commençons à anticiper. Partageons déjà un premier état de fait. Beaucoup de nos collaborateurs intérimaires, candidats, verront leur allocation chômage diminuer par un impact moyen de 17%. Aussi, beaucoup de nos candidats et collaborateurs intérimaires devraient chercher à travailler plus souvent et plus longtemps. Pour d'autres, ils auront une réflexion sur leur rapport à l'emploi et commenceront probablement à envisager d'autres formes, d'autres modalités de travail. Merci beaucoup. Maître Olivier, chère Maïté, est-ce que vous voulez, j'aurais dû peut-être vous laisser réagir ou et éventuellement apporter un regard complémentaire sur cette réforme, et cette manière de faire évoluer, les montants et les droits d'allocation chômage. Est-ce que vous voulez rajouter ou préciser quelque chose dans mon propos? Tout à fait. Non, vous avez bien présenté la réforme et l'objectif du gouvernement qui est de lutter contre ces contrats courts et cette permittance en particulier. Donc, je partage évidemment ce que vous avez présenté et c'est vrai qu'on est sur une modification finalement de l'assurance chômage en profondeur par la prise en compte de ces périodes d'inactivité pendant la période de référence. Et c'est ça qui va énormément impacter les droits des futurs chômeurs et en même temps la durée de leur indemnisation. Donc c'est vrai qu'il est important d'insister sur ce point. Au-delà des contrats courts, c'est la permittance qui est vraiment un objectif pour le gouvernement et une lutte qu'ils veulent mettre en place à travers ces mesures restrictives sur les allocations chômage. Voilà, donc en synthèse et avant de passer au second volet bonus-malus, ce que je vous propose de retenir, c'est que cette réforme, va, quelque part attaquer au portefeuille, les permittents pour les enjoindre, les inciter à se rendre plus volontiers disponibles pour travailler. Ça devrait nous, chez Adecco et chez nos confrères, nous permettre d'enregistrer un taux de commandes non pourvues, moindre. Ça devrait, donner un peu de souffle, face à une pénurie de candidats, heu et on verra concrètement et on verra dans quelques semaines, dans quelques mois, comment dans les faits, l'homo economicus intérimaire et candidat va vivre, dans son portefeuille et dans son comportement, cette réforme, mais qui est une véritable et une mini révolution dans le paysage de la, flexibilité en France. Hem Qu'est-ce que nous, on va faire concrètement, après avoir dit que c'était compliqué d'évaluer l'impact exact que ça allait, revêtir? Comment le groupe Adecco va donner le change et qu'est-ce que le groupe Adecco va faire vis-à-vis de ses intérimaires? Concrètement, les réponses du groupe Adecco, elles seront de continuer à proposer plus de missions à ses collaborateurs intérimaires et à ses candidats. Également aussi de continuer à proposer des CDI intérimaires à nos meilleurs collaborateurs intérimaires. Et puis aussi de continuer à capitaliser sur une force du groupe qui est la création de la compétence pour pouvoir continuer à former nos collaborateurs intérimaires et renforcer ainsi leur employabilité au service des besoins des entreprises avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Merci beaucoup. On va maintenant, rentrer dans le 2e chapitre de la première moitié de notre webconférence. Chapitre, consacré à vous réexpliquer ou représenter ou préciser, les enjeux de ce qui était en fait le premier étage en tout cas dans l'espace temporalité, le premier étage de la fusée réforme, c'est-à-dire, l'entrée en vigueur, de ce fameux bonus-malus, qui va concerner un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre d'entreprises, en France. Avant qu'on voit quelles entreprises, un mot sur ce bonus-malus. L'idée là, et comme son nom le laisse entendre, c'est de, modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de cotisation assurance chômage des entreprises selon leur comportement et selon leur manière de consommer de la flexibilité et selon, en l'occurrence, leur taux de séparation. Je reviendrai sur ce qu'est le taux de séparation et c'est ça donc le principe de bonus-malus, c'est de rendre plus cher le coût du travail pour celles qui sont les moins vertueuses, c'est-à-dire qui ont un recours débridé à la flexibilité et à contrario de rendre moins cher
le coût du travail au travers d'une baisse de la cotisation assurance chômage pour les entreprises les plus vertueuses. Alors, toutes les entreprises de France ne sont pas concernées. Le gouvernement a jeté son dévolu au travers de cette réforme sur les entreprises appartenant à 7 secteurs d'activité qui se trouvent avoir un taux de séparation supérieur à 150. Alors les 7 secteurs d'activité, les 7 codes NAF, vous les voyez ici à l'écran et donc ça se joue entre, 175 et 365. Je vais vous expliquer et prendre l'exemple du 365 du NAF, d fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. En gros, comment il faut lire ce 365? Eh bien, une entreprise de ce secteur qui a 100 salariés en CDI enregistre sur un an 365 fins de contrat court, impliquant et donnant lieu à une inscription à Pôle emploi derrière ou intervenue sur un intérimaire ou un CDD qui était déjà inscrit à Pôle emploi. Voilà ce qu'est et voilà comment comprendre le 365. Donc là, vous avez les 7 secteurs d'activité en France qui sont de fait les plus consommateurs, les plus friands de flexibilité, sur lesquels, l'URSSAF va, scruter avec beaucoup d'attention, le fameux taux de séparation. Donc là, je vous redonne à l'écran la définition exacte et précise et c'est le sujet verbe complément, les termes exacts du ministère du Travail qui nous indique que le taux de séparation se calcule sur la base du nombre de fins de contrat de travail et de mission d'intérim, hors exception, et on y viendra tout à l'heure, suivi dans les 3 mois d'une inscription à Pôle emploi ou intervenu alors que l'individu était déjà inscrit à Pôle emploi. Le tout rapporté à l'effectif moyen annuel de l'entreprise. Et donc sur la base du taux de séparation de chacune des entreprises au sein de leur NAF, parce qu'il va y avoir finalement 7 compétitions, 7 matchs qui vont s'enclencher, hein. Le NAF, restauration, va faire jouer toutes les entreprises qui le constituent. Le NAF, fabrication de denrées alimentaires, va également, faire jouer et faire participer toutes les entreprises qui le constituent et à l'intérieur de chacun des 7 NAF, une moitié des entreprises verra son taux augmenter et l'autre moitié verra son taux de cotisation diminuer. Là où aujourd'hui, toutes les entreprises de France sont assujetties à un taux de droit commun de 4,05. Désormais, au sein de ces 7 secteurs d'activité, chacun des sirènes verra un taux fluctuer dans un corridor entre 3 et 5,05. 5,05, ce sera j'allais dire la peine capitale, le taux le plus lourd, en face d'une entreprise qui serait, très au-dessus de la médiane de son secteur et 3 ça viendra récompenser les entreprises qui consommeront et qui enregistreront le plus faible taux de séparation de leur secteur. Je vous invite à être très attentif à ce qui figure en bas de la slide. Il y a, en bas de la diapo, il y a souvent, des débats sur, finalement ce volet-là de la réforme, quand est-ce qu'il rentre en vigueur? Est-ce qu'il rentre en vigueur en juillet 2021 ou en septembre 2022? J'allais dire tout mon capitaine, les 2. Heu heu, Depuis le 1er juillet 2021, la réforme est officiellement rentrée en vigueur et pendant une période de 12 mois entre le 1er juillet 21 et le 30 juin 2022, l'URSSAF, va s'asseoir dans son fauteuil et va observer ce qui se passe et elle va compter les points. Et elle va, noter toutes les séparations et calculer sur une période de référence de 12 mois, les taux de séparation observés entre juillet 2021 et le 30 juin 2022. Et à l'issue de cette période d'observation, c'est-à-dire à l'issue de ce qui se passe en ce moment dans vos entreprises, le nouveau taux modulé de cotisation sera déterminé. Donc ce sont bien les pratiques de vos organisations actuelles qui viennent fabriquer et façonner le taux de cotisation qui vous sera applicable et communiqué par l'URSSAF, à l'été 2022. Peut-être avant que je rentre dans un exemple chiffré, je reviens sur, la page derrière, Maïté, Olivier, est-ce que vous souhaitez sur ce volet bonus-malus, de la même manière que vous l'avez fait sur le volet indemnisation, chômage, est-ce que vous souhaitez préciser, compléter, peut-être,
amender certains de mes propos. Alors juste pour confirmer la volonté du législateur hein, et du gouvernement, plus particulièrement puisqu'il s'agit d'un décret, l'objectif, c'est encore une fois de lutter contre ces contrats courts. Alors on parle de CDD ou d'intérim et à travers le calcul de ce taux de séparation, de s'assurer que les salariés qui quittent l'entreprise et qui vont au chômage vont impacter finalement ce calcul du taux de cotisation applicable sur les salaires des collaborateurs de l'entreprise. Donc c'est vrai que on a vu hein, la permittence a un impact sur le droit aux allocations chômage des salariés et le taux de séparation, lui, va impacter, et en tout cas est susceptible d'impacter le taux de cotisation des employeurs, en particulier sur les secteurs que vous avez visés, Martin. Merci beaucoup, Maïté Olivier pour ces compléments. Regardons un peu avec les chiffres ce que ça donne, cette histoire de bonus-malus qui, finalement le taux de séparation, qui va déterminer le bonus-malus, il est le fruit et le produit, des comportements de flexibilité, mais vous allez le voir qu'il va jouer un rôle sur la masse salariale de votre entreprise au sens large. Pas seulement la masse salariale de flexibilité, mais la masse salariale au sens large. Prenons donc l'exemple d'une entreprise de 500 salariés, qui, paierait en moyenne ses collaborateurs 2 000 €. Jusqu'à maintenant, cette entreprise enregistrait une masse salariale de 12 millions d'euros, c'est-à-dire 2 000 € sur 12 mois fois 500 collaborateurs. Cette entreprise, si elle devait s'avérer, être, malucée, c'est-à-dire, être, malucée même au taux maximal, eh bien, elle verrait sa masse salariale renchérie, augmenter de 120 000 €, c'est-à-dire du différentiel entre 5,05 et 4,05. D'accord? Donc, c'est pas un impact complètement neutre, 120 000 € de coûts supplémentaires directement issus de la réforme. À l'inverse, l'entreprise qui s'en sortira, le mieux, et il y en aura systématiquement dans chacun des 7 NAF, c'est la règle de la médiane et la manière dont les choses vont se calculer, eh bien elle, au lieu de payer 4,05 sera, taxée à hauteur de 3 et de ce fait, générera une économie d'allocation chômage, si je puis dire, de cotisation, chômage pardon, de 126 000 €. Voilà des exemples encore une fois hyper simplistes, hyper simplifiés pour rendre les choses plus tangibles. Alors cette réforme-là, c'est pas une fatalité. Enfin du moins, la réforme est une fatalité, mais il y a des exceptions et Marie-Christine dans quelques instants, nous expliquera, comment le groupe Adecco va vous accompagner. Mais ce que je peux vous dire, issu des textes des textes de loi, c'est que la réforme offre quand même, quelques possibilités, de repli. Je vous rappelle que ce sont donc les entreprises de plus de 11 salariés dans les 7 secteurs qui sont concernés et que vont être enregistrées, vont être, flaguées, toutes les fins de contrat donnant lieu à inscription à Pôle emploi ou intervenues alors que l'individu est sous régime assurantiel. À l'exception des démissions, à l'exception des contrats de formation type apprentissage, professionnalisation, et Dieu sait que le groupe Adecco est très actif, auprès de vous sur ces, approches, notamment de GEA, grande école d'alternance. À l'exception également, des CDI intérimaires, et ça vaut le coup de le dire, il faut absolument le dire parce que les CDI intérimaires, on en a au moment où je vous parle dans le groupe, 19 000, et on sera encore plus volontaire pour vous aider à minorer le taux de séparation, à aller encore plus loin dans le fait de proposer plus largement des CDI intérimaires. L'intérim d'insertion, va également, être, soustrait, au fait de générer et d'alimenter le taux de séparation, et puis l'intérim pour, motif, de travailleurs handicapés également. Donc on voit que le gouvernement, ménage quelques portes de sortie, pour, récompenser et inciter en fait in fine, les entreprises que vous êtes à choisir les formats de flexibilité et à plutôt favoriser les approches de flexi-sécurité. Marie-Christine, une fois qu'on s'est dit ça, pardon, j'étais, en avance sur le fait de te tendre le micro. Je reviens vers toi dans quelques instants. Et avant de revenir vers toi, je voulais ici prendre quelques secondes pour, vous expliquer un sujet assez subtil, mais qui est une réalité économique réelle. En fait,
l'intérim et le CDD ne vont pas être exactement, j'allais dire, mangés à la même sauce. Prenons l'exemple, dit, cas numéro 1 d'une entreprise qui fait travailler, 600 personnes, 200 en CDI, 300 contrats, de CDD, 100 contrats d'intérim. Imaginons toujours dans cet exemple que l'entreprise, avec un gros taux de flexibilité, hein, ici à 200 de taux de séparation, voit son taux, malucé à hauteur de 5,05. Dans ce cas-là, au moment de passer à la caisse, à partir de septembre 2022, eh bien, ce 1 de plus, à comparer aux 4,05 du taux nominal, va être, appliqué à la masse salariale de l'entreprise en propre, c'est-à-dire à ses 200 CDI et à ses 300 CDD, pour un montant total de 120 000 €. Dans l'autre cas numéro 2, imaginons que cette fois-ci que l'entreprise, ait un mix de CDI, de CDD et d'intérim renversé, c'est-à-dire qu'elle n'ait non pas 300 CDD, mais 300 intérimaires, et non pas 100 intérimaires, mais 100 CDD. Eh bien, le taux de séparation sera le même, le niveau de malus sera probablement le même. En revanche, l'assiette financière sur laquelle cette pénalité de 1 va tourner, ne concernera cette fois-ci plus que les 200 plus 100 CDI et CDD de l'entreprise et non plus les 500 du cas numéro 1. Dit autrement, cette réforme, rend de fait, l'intérim relativement plus favorable, même beaucoup plus favorable par rapport au CDD, puisque alors que les 2 approches finalement génèrent et fabriquent et alimentent du taux de séparation, eh bien les taux bonusés ou malusés s'appliquent sur des masses, pour le coup, différentes. C'est à ce stade, Marie-Christine, que je voulais te demander, une fois qu'on a précisé les exceptions, une fois qu'on a précisé ce que je viens de dire sur le CDD versus, l'intérim, comment le groupe Adecco et qu'est-ce que le groupe Adecco va faire pour aider, nos clients, et amis à ne pas subir, les impacts, négatifs de cette réforme? En effet, hein, concrètement, cette réforme peut être une aubaine pour certains et pour d'autres beaucoup moins, comme tu l'as aussi bien présenté précédemment. À travers nos échanges d'aujourd'hui, il était essentiel qu'on puisse vous confirmer que le groupe Adecco et l'ensemble des interlocuteurs commerciaux qui sont à vos côtés vont être disponibles pour identifier avec vous, au regard de vos contextes et de vos enjeux, les meilleures solutions. Car solutions, il y a, bien sûr, avec la première des options qui est l'allongement des missions, mais également avec l'utilisation des cas de recours qui n'entrent pas dans le calcul du taux de séparation, notamment le cas de recours autour de l'emploi des personnes reconnues comme travailleurs handicapés, autour de l'intérim d'insertion, le CDI intérimaire, les contrats d'alternance. Concrètement, nous pourrions les appeler des boucliers anti-malus. Également, et tu l'as évoqué également, Martin, cette potentielle limitation de votre recours au CDD. Car, comme précédemment partagé, l'intérim ne rentre pas dans l'assiette de calcul du malus. En effet, seule votre propre masse salariale, CDD et CDI, entre dans le calcul de vos cotisations d'assurance chômage. Et ça, c'est un élément très important à avoir à l'esprit. Merci beaucoup. Et puis, je vais enchaîner peut-être, Martin, Absolument. en vous proposant de commencer à répondre aux questions que j'ai pu voir arriver sur le chat, qui sont en lien avec tous les éléments que vous avez pu nous partager, Martin et Maïté, et qui ont suscité quelques interrogations. Je te propose, Martin, de reprendre ces quelques questions et de commencer à y répondre. Voilà, n'hésitez pas, pour tous ceux qui ne se sont pas encore exprimés, à continuer à partager vos questions sur le chat. Voilà, on va essayer de répondre au plus grand nombre, si ce n'est à toutes les questions. Je vais me permettre de les distribuer à Maître Olivier, à Marie-Christine et à moi-même. Il y en a certaines qui seront faciles pour Marie-Christine et moi et intuitives, d'autres qui seront plus compliquées, et je serai très content de pouvoir prendre le joker CMS Francis Lefebvre pour y répondre. Alors, je vais les citer par ordre où elles sont apparues. Comment puis-je savoir si mes ex-salariés ou intérimaires se sont inscrits à Pôle emploi? C'est une très bonne question. Et au risque de vous décevoir, vous ne pouvez pas le savoir très facilement. Pôle emploi, l'URSSAF, excusez-moi, l'URSSAF a prévu d'envoyer à votre demande, une fois par an, un extract
des gens qui vous ont fréquenté au travers d'une mission CDD ou intérim et qui se sont ensuite inscrits ou qui étaient déjà sur les listings de Pôle emploi. Donc nous, groupe Adecco, nous n'en savons rien. Nous ne savons pas, puisque nous sommes employeurs le plus souvent de circonstances des intérimaires, nous ne savons pas qui, à l'issue d'une mission avec nous chez vous, qui s'est inscrit ou pas inscrit à Pôle emploi. En revanche, l'URSSAF a cette information et l'URSSAF est prête à vous la communiquer sur demande. Le CDI intérimaire est-il une solution pour éviter les décotes? Oui, le CDI intérimaire est une très bonne solution parce que le CDI intérimaire, on a une certitude à son propos, c'est qu'il n'alimente pas de retour vers Pôle emploi. Par définition, le CDI intérimaire, parce qu'il est en CDI chez Adecco, reste dans l'écosystème du groupe Adecco et donc ne vient pas alimenter le taux de séparation de vos revenus. Là, j'ai une question que je voudrais diriger vers Maître Olivier. Perte de revenus hein, de 6% jusqu'à 30% et 17% en moyenne. C'est le pronostic que fait l'UNEDIC. 1,2 million de permittents perdront en moyenne 17%. Alors la question, c'est est-ce que cette perte de revenus du chômage, si je puis dire, sera compensée par la CAF? Alors, la CAF n'a pas vocation à compenser les allocations chômage que le salarié ne pourrait pas percevoir. En revanche, vous le savez, hein, la CAF peut intervenir sous certaines conditions pour apporter des revenus complémentaires à des familles ou à des personnes en situation de difficulté financière. Donc, selon les critères, effectivement, la CAF pourra intervenir, mais elle n'a pas vocation à compenser les pertes de revenus qui seraient liées à l'application de cette réforme de l'assurance chômage. Ok. Merci. On a une question de François que je vais diriger vers toi, Marie-Christine, puisqu'elle a trait à des réflexions d'ordre de logique commerciale. En quoi pensez-vous que cela va modifier le comportement d'achat d'intérim et de contrats courts des entreprises? Bien, comme nous l'avons évoqué, clairement aujourd'hui, je pense que nos partenaires clients vont être à la recherche de solutions et vont nous demander d'être agiles sur tous ces boucliers anti-mollusques que nous vous avons partagés. Et peut-être aussi les accompagner sur la mutation de leur recours à leur flexibilité, sur les CDD peut-être qu'ils avaient l'habitude d'utiliser directement et sur la manière que nous pourrions avoir, nous, de les accompagner sur une gestion plutôt orientée travail temporaire. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de propositions à partager et à construire au regard des contextes et des enjeux spécifiques de chacun de nos clients. Ok, merci beaucoup. On a une question d'une Aline. Question assez technique et j'avoue ne pas avoir la réponse à cette question, donc je vais utiliser là encore le joker CMS Francis Lefebvre. Le calcul des périodes d'activité se fera sur un nombre d'heures travaillées ou de jours pour l'interrogation. Et est-ce qu'il y aura une prise en compte des heures supplémentaires pour apprécier la période travaillée? Alors, la question est intéressante et en fait, elle revient à votre slide, Martin, complexe sur cette réforme. On a vu hein, que les périodes d'activité et d'inactivité sont prises en considération à plusieurs titres. Le premier point de contrôle, c'est la durée d'activité et la durée d'affiliation à l'assurance chômage qui va donner lieu à un droit à allocation chômage. Donc ça, cette période d'activité, elle est calculée en jours ou en heures. Là-dessus, pas de difficulté. On nous dit il faut travailler au moins 88 jours ou 610 heures dans notre première partie de la réforme. Et puis, si les conditions économiques sont favorables, il faudra travailler 910 heures ou 130 jours pour pouvoir créer des droits à allocation chômage. Donc, sur cette analyse de la période d'activité qui va donner lieu à une prise en charge, une indemnisation de la personne au chômage, oui, on a bien une prise en compte des heures travaillées. Et donc, s'il y a des heures supplémentaires, elles participeront à augmenter la période d'activité. En revanche, le calcul du salaire journalier de référence, lui, dépend de la rémunération perçue par le collaborateur. Et donc, les heures supplémentaires, ils seront intégrées, mais ce calcul du SJR dépend d'un nombre de jours et pas d'un nombre d'heures travaillées.
j'espère que j'ai répondu à cette question qui est voilà, un peu. Moi, je trouvais la réponse très claire. Merci beaucoup. On a une question, en fait, plutôt question-remarque en forme de coup de gueule de Christelle qui nous dit: «Ce système vise encore écrit en lettres majuscules, ce système vise encore à pénaliser les entreprises. Comment ne pas enchaîner les missions d'intérim ou les CDD lorsque les intérimaires ou collaborateurs travaillent quelques jours et disparaissent?» Je comprends très bien, on comprend très bien le coup de gueule. Ça va être aussi notre travail à nous, chez Adecco, de repérer ceux qui sont les plus, motivés, les plus volontaires, les plus désireux de s'inscrire dans une trajectoire professionnelle et de faire en sorte d'augmenter, dans votre intérêt, dans notre intérêt et dans celui de nos intérimaires, la densité de travail. Mais voilà, je ne peux pas apporter de réponse au-delà de la réaction qui est la vôtre. Une question d'Agnès, dans les entreprises déjà vertueuses, mais qui n'appartiennent pas aux 7 catégories NAF, est-ce qu'on va continuer à subir le taux de droit commun? Oui. Oui. Si vous êtes dans une entreprise qui n'appartient pas à l'un de ces 7 NAF, vous allez continuer à à financer le système d'allocation chômage, qui, je le rappelle, est un système paritaire à hauteur de 4,05%, c'est-à-dire le taux de droit commun. Autre question d'Anne-Sophie, donc, qui commence sa question comme ça. Donc, le système de bonus-malus ne concerne que les entreprises des 7 secteurs précités? Absolument, Anne-Sophie. Ce sont ces 7 secteurs-là qui sont concernés par la réforme, qui le seront d'ailleurs pour les 3 prochaines années, puisque là, j'allais dire, la messe est dite, et c'est sur la base des taux de séparation observés en 2019 que le gouvernement a choisi ces 7 secteurs, et ils resteront les mêmes en 2021, 2022, 2023. C'est seulement à partir de 2024 que possiblement certains secteurs sortiront de cette liste et d'autres potentiellement la rejoindront. Un intérimaire qui refuse un CDI rentre-t-il dans le calcul du taux de séparation? Très bonne question. Et là, je me tourne vers vous, Maître Olivier, Maïté Olivier. Alors, je comprends tout à fait la question et elle a beaucoup de sens. Et en même temps, si on lit les textes, il n'y a pas d'exception à la prise en compte de cette fin de contrat d'intérim dans le cadre du taux de séparation. Ok. On a une question de Soline qui nous demande si la réforme raffine entre motifs d'accroissement ou motifs de remplacement. Je crois que la question est simple, la réponse l'est tout autant. Pas de distinction entre les motifs. Toutes les fins de contrat, qu'il s'agisse de contrats échafaudés pour cause d'accroissement d'activité ou de remplacement, viennent alimenter, le cas échéant, le taux de séparation. Qu'en est-il des contrats saisonniers? Là encore, pas d'exception. La loi embarque dans ses filets l'ensemble des contrats courts, qu'il s'agisse des CDD d'usage, des contrats saisonniers. Question de Florine. Bonjour. Concernant le calcul de l'effectif annuel moyen pris en compte, quels types de contrats sont pris en compte dans le calcul? Donc là, je crois, et vous allez me corriger si besoin, Maïté Olivier, que c'est bien donc les CDI qui sont pris en compte, et c'est la moyenne des CDI sur les 12 mois de l'année qui permettent de voir dans quelle mesure l'entreprise est à plus de 11 salariés au final sur l'année, qui est le critère pour que s'applique le bonus-malus. Alors, effectivement, hein, la question de l'effectif des sociétés, elle est réglée par le Code du travail. C'est également ce calcul que vous retenez pour la mise en place des élections professionnelles. Donc, référez-vous à votre pratique classique du calcul des effectifs qui tient compte effectivement des 12 derniers mois, des 12 derniers mois coulants. Hein. On n'est pas sur une année civile ou une année calendaire. Merci. Question de Charlotte. Quelles sont les clés pour agir positivement sur le taux de séparation? Alors là, merci beaucoup de la question qui nous permet de redire que les clés, elles sont pas nombreuses, mais elles sont efficaces. Il y a d'abord le fait de tendre vers des missions plus longues, tout simplement pour limiter les occurrences d'aller-retour travail-chômage. N'hésitez pas à préférer une mission de 6 mois à 6 missions de 1 mois. D'accord? Ce faisant, se posera seulement 1 fois par an ou 2 fois par an la question de est-ce que mon intérimaire va chez Pôle emploi à l'issue, plutôt que le risque de le voir, que ce risque-là se produise 6 fois dans l'année. Le CDI intérimaire, c'est aussi une clé super efficace pour jouer sur le taux de séparation.
Et puis, dans un débat un peu plus comptable, euh, à volume égal de séparation et à taux de séparation identique, je le redis, la note sera plus salée appliquée à du CDD parce que la surtaxation s'appliquera sur la masse salariale CDD alors qu'elle ne s'applique pas sur la masse salariale en intérim qui, par définition, est celle d'Adecco et non pas la vôtre. Comment vérifier Valentine nous demande comment vérifier le taux qui nous sera envoyé. Alors effectivement, là, dans votre question, vous dites aussi quelque chose d'important. Une fois par an, et en l'occurrence à l'été prochain, votre nouveau taux de cotisation vous sera adressé par l'URSSAF. Comment le vérifier? Je n'en sais fiche rien. Est-ce que Maïté, vous avez déjà des éléments ou des idées à ce sujet? Je pense qu'effectivement, il faudra faire l'analyse par rapport au taux médian du secteur d'activité dont votre entreprise relève. Il peut y avoir un échange, hein, puisque ce sera un échange avec l'URSSAF. Donc, vous avez des interlocuteurs que vous connaissez en principe. Et il faudra vérifier chaque donnée et en particulier le taux de séparation qui vous est appliqué. Donc là-dessus, il y aura un vrai contrôle à effectuer, même si je sens que les URSSAF seront prêtes pour l'été prochain avec des données chiffrées qu'elles pourront vous présenter. Et en tout cas, vous pourrez toujours demander à avoir accès aux listes des individus qui, après vous avoir fréquenté, ont fréquenté Pôle emploi et ça vous permettra éventuellement de challenger ou de questionner le taux qui vous sera proposé. Question de David, qui est là aussi une bonne question à laquelle je n'aurai pas complètement la réponse. Je vais pouvoir par ricochet dire 2-3 trucs, mais je n'aurai pas la réponse précise. Alors, David nous demande, dans le cas d'une mission d'intérim qui se termine lors de la période de fermeture annuelle de l'entreprise, sous-entendu, l'entreprise n'y peut vraiment rien, avec une embauche en CDI au retour de congé. Est-ce que cette fin de contrat entre dans le calcul de notre taux de séparation? En fait, non, je pensais avoir 2-3 trucs à vous en dire, mais je suis pris de court par cette question. Du coup, est-ce que la logique de fermeture annuelle d'entreprise peut permettre à une entreprise, Maître Olivier, de dire oui, là, certes, j'ai renvoyé l'intérimaire chez lui, mais c'était prévu, c'était annoncé, et c'est dans le cadre de mon plan industriel d'ouverture-fermeture. La fermeture annuelle, elle emporte suspension du contrat de travail d'un salarié en CDI. Hein. Donc, ce n'est pas un motif de séparation d'un intérimaire. Et donc, que ce soit un intérimaire ou un CDD d'ailleurs, hein, on sera bien sur une rupture qui s'imputera sur le taux de séparation. Le fait qu'on le réembauche ensuite n'a pas d'impact sur le calcul de ce taux de séparation. Peut-être faudrait-il le basculer en CDI plus tôt pour éviter justement qu'il passe par la case chômage. Okay. Céline interroge l'évolution de la liste des 7 secteurs. On y a répondu tout à l'heure en disant que le coût est parti pour 3 ans pour les 7 et puis on verra ensuite quelles sont les entreprises qui en sortiront ou quelles sont les NAF qui quitteront ou rejoindront la liste des 7. Question de Delphine. Nombre de nos intérimaires refusent d'être embauchés en CDI et c'est pourtant notre entreprise qui va être pénalisée. Comment prouver qu'il n'est pas de notre fait d'utiliser des contrats courts? Je ne sais que répondre. Sachant que personne ne vous demandera de rien, personne ne demandera en fait de prouver quoi que ce soit. Le taux de séparation sera calculé sur la base d'une réalité de est-ce qu'il était là, est-ce qu'il est plus là, est-ce qu'il est chez Pôle emploi. Voilà, désolé pour cette réponse pas très claire, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Maître Olivier? Oui, c'est sous forme de question. Est-ce que on est sur un secteur où finalement les intérimaires ou ces salariés en contrat court ont suffisamment d'activités pour ne pas aller s'inscrire à Pôle emploi, ce qui du coup limitera l'impact de ces ruptures par rapport à ce taux de malus-bonus? Je ne sais pas. Il faut vraiment se poser la question au niveau du secteur d'activité. Si ces salariés refusent une proposition en CDI, c'est peut-être qu'ils ont la possibilité de continuer leur activité ailleurs. Ça peut du coup ne pas vous impacter directement, en tout cas sur ce calcul du bonus-malus. Le nouveau taux de cotisation sera-t-il revu
annuellement? Est-ce que là, vous sauriez apporter vos éclairages également? Alors, en principe, il est revu annuellement en fonction du taux de séparation que vous allez enregistrer au fur et à mesure de votre pratique. Donc oui, il y a c'est pas une fin, enfin, comment dire, le taux qui vous sera appliqué à l'été prochain ne sera pas celui que vous devrez subir ou que vous pourrez bénéficier pendant 3 ans. Voilà. Donc pendant 3 ans, vous êtes certain que l'URSSAF va vous regarder de près, mais par contre, le taux peut fluctuer à l'intérieur de ces 3 ans. Si succession de missions sans interruption, alors à la fin, une seule séparation décomptée ou autant que de missions. Euh, non, bah justement, en fait, le- le- ce que vise le gouvernement, c'est de dissuader l'enchaînement de missions très courtes et de substituer à un enchaînement de missions courtes des contrats de délégation, des missions plutôt plus longues. Donc, donc à chaque fin de contrat, euh, potentiellement, ça va alimenter le taux de séparation. Et l'idée, c'est de faire pression, si je puis dire, sur vous, entreprises. Et quand je dis faire pression, c'est pas nous, hein, c'est le gouvernement de faire pression sur vous pour que vous envisagez des missions plus longues. Quels sont vos critères pour faire des CDI intérimaires? Vous parlez de meilleurs éléments, entre guillemets, sous-entendu, qu'est-ce que c'est un meilleurs éléments? Est-ce que Marie-Christine, tu veux bien nous expliquer quelle est la doctrine et le dogme du groupe ADECO en matière de CDI intérimaire? Mais c'est avant tout, vraiment, aujourd'hui, on recrute un talent, une capacité à, une volonté, une motivation. C'est beaucoup ça. Aujourd'hui, on capitalise sur une volonté de, une capacité à, et on est prêt à mobiliser et à s'investir avec notre collaborateur intérimaire sur un programme de formation. On n'attend pas forcément un background, un programme, un CV avec une très grosse expérience. On attend avant tout quelqu'un qui soit au service de nos entreprises avec un comportement irréprochable, qui ait le sens du service et qui sache représenter l'entreprise dans les valeurs que nous portons au quotidien. Merci beaucoup. Il va nous rester 7-8 minutes avant d'arriver au terme de la conférence. Ce que je vous suggère, c'est de peut-être de ne plus alimenter, sauf si vous avez vraiment une question brûlante à poser, mais peut-être de ne plus alimenter le chat. Vous avez nos adresses mail, donc n'hésitez pas à poser les questions, vos autres questions par mail, ce qui nous permettra tranquillement de répondre aux 8 ou 10 dernières questions qui appellent réponse de notre part. Question de Gaël. Bonjour. Si un intérimaire fait 6 mois dans une entreprise, puis enchaîne une semaine dans une autre entreprise utilisatrice, laquelle des entreprises sera impactée par le taux de séparation? Eh bien, en fait, là encore, la loi est un peu bête, un peu méchante. Elle s'intéresse à ce qui se passe à l'issue de chacun des contrats. Et donc, potentiellement, si à l'issue du contrat de 6 mois, l'individu s'inscrit à Pôle emploi, et puis à l'issue du contrat d'une semaine, il y est encore, potentiellement, les deux entreprises utilisatrices vont se voir flanquer d'un bâton de séparation. Si à l'issue du contrat d'une semaine, l'intérimaire, pour une raison X, Y ou Z, ne se présente plus jamais à Pôle emploi parce qu'il est embauché en CDI dans une autre entreprise, eh bien, par chance, l'entreprise ne verra pas son taux de séparation alimenté. Donc, en gros, il y a des choses que vous allez pouvoir contrôler et puis des choses qui vont s'imposer à vous. Mon conseil, notre conseil, c'est de monitorer et de contrôler ce qui peut l'être. Et puis pour le reste, de ne pas trop vous frustrer sur des éléments d'habitude et de comportement des individus que vous ne maîtriserez pas totalement. Question de Claire. Quand nous avons un temps plein à pourvoir d'un... ah oui, oui. Donc là, bonne question et pas simple à répondre de Claire qui nous dit en gros, moi quand j'ai de quoi alimenter un intérimaire à plein temps, mais que c'est l'agence ADECO qui ne sait pas me proposer une même et unique personne pour, par exemple, une période d'un mois consécutif, mais qui saucissonne et me propose 4 profils à la queue leu, eh bien, je vais me retrouver pénalisé. Potentiellement oui. Potentiellement oui, effectivement. C'est pour ça que nous allons chercher, là encore, nous, à repérer les intérimaires les plus travailleurs, les plus motivés, ceux qui vous plaisent le plus, de manière à vous éviter de faire du yo-yo et de trop fluctuer dans les intérimaires qu'on vous propose. Est-ce que le taux sera réévalué tous les ans? On a répondu à cette question.
Bonjour, comment va être calculé le taux bonus-malus? Quel est le mécanisme de calcul? Alors, il y a une formule très savante que je n'ai pas au moment où je vous parle, mais c'est vraiment une formule savante qui a dû être pensée par des polytechniciens du ministère du Travail. Je mets même au défi maître Olivier d'y répondre, mais elle existe, cette formule. Je ne l'ai pas de tête. On peut quand même rapidement la présenter. L'objectif, c'est d'impacter la pratique des entreprises par rapport au secteur d'activité. Donc, le calcul de ce taux majoré ou minoré va dépendre de votre taux de séparation par rapport à celui du secteur d'activité. Si vous avez un taux qui est plus faible, un taux de séparation qui est plus faible que celui enregistré au niveau du secteur, vous pourrez bénéficier d'un taux minoré. Si en revanche ce taux et celui du secteur, ce sera le taux classique. Et puis après, si vous avez un taux qui est plus important que le taux du secteur, alors vous aurez un taux majoré. Et la majoration, elle, donne lieu à effectivement une formule complexe. Voilà, j'ai retrouvé la formule. Alors, si vous voulez la noter, vous allez voir, elle est pas piquée des hannetons. Taux de séparation de votre entreprise divisé par taux de séparation médian de votre secteur, multiplié par 1,46 plus 2,59. Et alors, pour les plus sceptiques d'entre vous, je l'ai essayé, cette formule, je l'ai simulée avec des taux XY fictifs. Et effectivement, on atterrit toujours dans une fourchette 3% à 5,05%. Donc la formule fonctionne, même si elle m'a l'air un peu compliquée de prime abord. Question d'Emmanuel. Bonjour, est-ce qu'une personne qui se serait inscrite à Pôle emploi dans les 3 mois qui suivent une mission d'intérim sera prise en compte pour le calcul du bonus-malus de toutes les EU qui l'auront fait travailler? Non, alors, c'est bien la dernière entreprise ayant été mis le dernier contrat qui va être observé, qui va supporter ou ne pas supporter le taux de séparation en fonction de ce qui s'est passé à l'issue du mandat chez elle. On arrive dans les... vous avez rajouté des questions. J'allais dire on arrive dans les dernières questions, mais il y en a quelques-unes qui se sont rajoutées. Les CDD ou intérimaires qui refusent les postes ou qui refusent les renouvellements de contrat seront-ils aussi soumis à ce malus? C'est pas les CDD ou les intérimaires qui refusent les postes. Pardon, le bonus-malus, il ne concerne pas l'individu, c'est bien vous, entreprise, qui êtes concerné. En revanche, l'intérimaire qui refuse un poste, une mission, un renouvellement, il s'expose, lui, travaillant ou ne travaillant pas dans les 7 secteurs, à avoir ses allocations chômage qui baissent parce qu'il va quelque part avoir une densité de travail un peu moindre. Question de Pierre, est-ce que les contrats renouvelés de semaine en semaine génèrent à chaque fois une rupture qui rentre dans le taux de séparation? Là encore, la réponse est la même. Si à l'issue de chacun des contrats, si à l'issue, l'individu ne se présente pas à Pôle emploi ou s'il n'a plus de droit chez Pôle emploi, j'allais dire c'est ni vu ni connu. Si en revanche, à l'issue de ces vagues successives de contrats, il se présente à Pôle emploi, eh bien là, à ce moment-là, il peut y avoir un taux de séparation enregistré. Est-ce que vous, en tant qu'agence d'intérim, vous allez impacter la facturation de nos commandes? Nous, ADECO, nous ne sommes pas dans les 7 NAF concernées, nous sommes dans les autres NAF, et donc nous, notre propre taux de cotisation, il reste inchangé à 4,05%. Donc nos tarifs, nos coefficients de vente, eux, ne seront pas affectés, et ce sera neutre pour vous. C'est bien votre taux à vous qui change et pas le nôtre. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'agents économiques entreprises, il faut qu'on fasse attention à éviter de rentrer nous-mêmes collectivement au niveau de notre secteur d'activité dans les 7 secteurs, dans les 7 NAF. J'ai vérifié ça l'autre jour, je crois que nous sommes autour de 90% de taux de séparation, donc on a encore un peu de marge avec les 150, mais n'empêche qu'il faut y prêter attention.
Florence nous pose la question suivante. Si le collaborateur intérimaire, à l'issue de sa mission dans mon entreprise, enchaîne avec une autre mission en intérim dans une autre entreprise qui ne fait, elle, pas partie des 7 secteurs concernés, est-ce que ça va impacter mon taux de séparation? C'est seulement ce qui se passe chez vous et la suite de ce qui se passe chez vous qui détermine le taux de séparation. Si l'individu, à l'issue du contrat chez vous, il enchaîne avec un contrat ailleurs que chez vous, a priori, il n'ouvre pas de droits chez Pôle emploi. Et donc, vous n'allez pas être pénalisé par la séparation d'avec cet individu. Si par contre, il était déjà inscrit à Pôle emploi chez vous, avec vous, et qu'il l'est encore en prenant une nouvelle mission, eh bien là, le régime de séparation vous sera imputé. Comment cela se passe-t-il pour les départs en retraite? Je ne sais pas. Maître Olivier, est-ce que vous savez? Oui, c'est le même principe. Un départ à la retraite ne donne pas lieu à une inscription à Pôle emploi, donc eh bien, ça n'impactera pas le taux de séparation de votre entreprise. Question de Marine, qui est là encore une très bonne question. Le taux de contribution sera-t-il identique pour une société ou sera-t-il apprécié par établissement? C'est une très bonne question. Ce sont bien les pratiques de l'ensemble des SIRET constitutives d'un SIREN qui vont permettre de calculer le taux de séparation de votre SIREN et le taux bonus-malus du SIREN dans sa globalité. Donc, si vous êtes dans une entreprise en réseau, vous devez tous être conscients que vous devez tous travailler dans le même sens. Et s'il y en a une des sirettes de votre groupe qui fait n'importe quoi, si je puis dire, ça risque de faire tache d'huile sur l'ensemble des sirènes qui vont supporter les conséquences collectives du taux de séparation. Enfin, dernière question, et il est 15h02, ce qui nous permettra de revendiquer n'avoir pris que très peu de retard. Question de Céline. Bonjour, si nous faisons des contrats intérimaires longs, mais que l'intérimaire ne se présente plus à l'entreprise, comment sommes-nous impactés? Donc, dit autrement, vous aviez une intention louable et noble de faire un contrat long et puis l'individu ne se présente pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans le cas d'une démission, Maître Olivier, ou pas? Malheureusement, la démission, elle doit être claire et non équivoque. Donc, le fait de ne pas se présenter n'est pas suffisant pour constater une démission. Je pense qu'il faut se rapprocher du collaborateur pour justement lui demander ce courrier de démission. Et à défaut, peut-être voir avec vous, ADECO, comment vous gérez ce type de situation. Voilà. Bon, c'était donc la dernière question sur laquelle on est le plus flou dans la réponse, et désolé de terminer sur cette tonalité. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous pour vos questions. Je vais peut-être laisser Marie-Christine Soularue conclure le webinaire et d'ores et déjà vous remercier parce que vous étiez très nombreux au démarrage et on a perdu que quelques dizaines de personnes dans les dernières minutes. Ça témoigne d'un intérêt massif que vous avez eu aujourd'hui. Marie-Christine, je te laisse le mot de la fin. Merci Martin, merci Maïté. Encore une fois, nous espérons que ces échanges ont pu clarifier tous les enjeux autour de la réforme du bonus-malus et de l'assurance chômage. S'il y a encore des questions en suspens, mon équipe de pilotes grand compte ainsi que l'ensemble des interlocuteurs commerciaux de vos périmètres seront à votre entière disposition pour échanger avec vous sur le contexte, sur les enjeux et essayer d'identifier avec vous les meilleures solutions. Un dernier message avant la clôture. Lors de la clôture de votre webinaire, une page va s'ouvrir. Nous vous remercions par avance de partager votre avis sur ce webinaire. Il nous permettra d'être meilleurs demain. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation active et massive. Et nous vous donnons rendez-vous pour de prochains échanges. À très vite et merci encore. Merci, au revoir. Merci beaucoup.